En yiddish. Vous savez, donc on est dans la période de 17 Tammuz et je vais commencer par une question assez simple. Une des raisons qui explique le jeûne du 17 Tammuz, c'est le fait que la muraille de Yerushalayim n'a pas été brisée, mais il y a eu la première brèche. On est en droit de se poser la question pourquoi la simple brèche de la muraille devrait constituer à ce point un événement tellement fort, alors qu'on n'a même pas parlé de la mort d'un général, la mort d'un rave, ouais, donc c'est un peu bizarre. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, la parasha de la semaine va traiter notamment de la place que chaque tribu pourra avoir en Israël. On est déjà à la 40e année du désert, on s'apprête à pénétrer en Israël, il va y avoir une partition pour chaque tribu. Alors on a celle en fonction de leur business, comme par exemple Zevulun vont avoir accès à une partie à côté de la mer, donc en fait ils seront sur le front de mer, faire de l'import-export, donc c'était des juifs eux les Zevulun, mais d'autres vont plutôt choisir des parties qui sont pleines de prairies, notamment on a la tribu de Gad et de Réhouven qui vont même négocier de ne pas être en Israël, d'être carrément de l'autre côté du Jourdain, parce qu'en fait il y avait trop de bétail. Alors ils sont honnêtes, c'est pas pour eux une façon d'éviter de rentrer en Israël et donc d'éviter de rentrer dans les guerres qui étaient prévues, puisqu'ils disent nous on est prêts si tu nous laisses le territoire de la Jordanie, eh bien on est prêts nous à être les premiers sur les lignes de front. On sera Chalousim, ça veut dire on sera vraiment les premiers, et Moshe accepte et ils sont effectivement les premiers, et donc ils auront comme l'eau cette partie de la terre d'Israël. Et voilà qu'arrive dans le livre Bamidbar des contestations, pour la première fois, une contestation au féminin. Portée par 5 sœurs, par rapport à un problème d'héritage. Donc là, ce qu'elles viennent mettre en exergue, c'est qu'en fait, le père s'appelait Monsieur Tselophrad, on va voir qui est-ce, et ce bonhomme est mort sans laisser de fils, et donc, elles se trouvent, elles, les 5 filles qui devraient être héritières, elles se trouvent dépourvues d'héritage. Donc elles viennent soumettre le cas à Moshe Rabbeinu. Okay. Donc d'entrée de jeu, on est dans, encore une fois, une revendication, et quand on ne connaît pas la suite, on se dit, mais quelle chance elles ont d'avoir un Moshe qui va obtempérer. D'autant plus, et je le précise, et c'est très important de le préciser, que Monsieur Tselophrad n'est pas là, il est mort dans le désert, et il est mort, d'après certains, donc il y a plusieurs avis, on va voir tous les avis d'ailleurs. Le premier des avis, il serait mort parce qu'en fait, ce serait le fameux Mekoshesh Etzim, celui qui, pendant Shabbat, est allé ramasser du bois. On était à l'époque de Moshe Rabbeinu, on n'était pas en France au XXIe siècle. Donc, le bonhomme, il a quand même eu le toupet d'aller ramasser du bois. Certains disent, il a même déraciné un bois pendant Shabbat. Ouais. Certains autres vont dire qu'il fait partie des Mahapilim. Les Mahapilim sont un groupe de juifs qui, juste après l'énervement d'Akadosh Baoru par rapport aux pleurs non justifiés, lorsque les explorateurs sont venus donner un constat alarmant de la terre d'Israël, tout le monde s'est mis à pleurer. Hachem a dit, mais vous pleurez pourquoi ? Vous pleurez de façon gratuite, je suis toujours derrière vous. Bref, c'est cet événement qui justement va enterrer le peuple juif durant ces 40 ans d'errance, va créer cette errance de 40 ans, on aurait dû rentrer rapidement, et puis comme ils ont pleuré pour rien, Hachem va attendre d'épurer la population masculine. Oui, parce qu'en fait les femmes, elles, n'ont pas pleuré, c'est les hommes qui ont pleuré, donc en fait, tous les hommes vont mourir. Arrivent en Israël, 2 hommes à peine, donc Yehoshua ben Nun et Caleb ben Yefoune, enfin des vestiges je parle, d'autres hommes sont nés ensuite dans le désert, hein, mais je veux dire de ceux qui ont pleuré, et la flopée de femmes. Donc en fait il y a un gap au niveau démographique assez incroyable quand ils rentrent en Israël. Maintenant, donc, c'est la catastrophe, c'est le coup de trop, et du coup il y a un groupe de personnes qui disent, mais attends, mais c'est vrai, il a raison Hachem, la terre d'Israël elle est pour nous, on n'a pas peur, on y va, Akadosh Baruch Hu est avec nous, donc ils font preuve vraiment de courage et d'obéissance quelque part, et ils vont monter en Israël, ils vont se faire zigouiller totalement. Ouais. Donc,
Alors, il ferait partie de cette équipe. Ou bien, dernière possibilité, il fait partie de l'équipe, dans la Parashat Roukat, des gens qui ont commencé à pleurnicher parce qu'il n'y avait pas d'eau, puisque Myriam est morte, donc il n'y a plus de puits de Myriam. Et donc, il commence à pleurer par rapport à ça. Il se serait fait piquer par un des serpents. Bref, quelle que soit la thèse, qui est Tzlofrad? Ouais, on va pas jouer à Cluedo. Mais en tout cas, apparemment, Tzlofrad, c'est pas la fine fleur. Je me suis dit, il faut être quand même balèze sous le règne de Moshe Rabbeinu, d'oser faire un interdit pendant Shabbat. Ouais. C'est quand même incroyable. Donc, je veux dire, on peut pas dire qu'elles ont un CV de malade, ces filles. Donc, je les imagine arriver devant Moshe Rabbeinu en tant que fille de Tzlofrad. C'est comme si vous diriez bonjour, my name is Capone, Al Capone. Ouais. T'as pas beaucoup de chance, à mon avis, d'être. Bon, c'est un petit peu au niveau du CV. Et on va voir que pourtant, elles vont être étonnamment, complètement agréées dans leur démarche. Ouais, c'est le happy end. Alors, évidemment, ce passage de, entre guillemets, la revendication féminine pourrait être lu comme étant une effronterie, une arrogance. D'ailleurs, dans beaucoup de mouvements féministes, ils prennent appui sur ces 5 filles en question. Et je vous propose, oui, de tout simplement, elles ont fait bouger les lignes, soit bien clair, de tout simplement porter son œil sur le texte pour essayer d'analyser exactement leur démarche, leurs revendications et la réaction de Dieu par rapport à ça. Maintenant, ce qui va nous intéresser aussi, une fois qu'on aura bien analysé leur démarche, puisque c'est une paracha de la Torah, ça veut dire qu'il y a dans la force du féminin une faculté de faire bouger les lignes et de la façon la plus toraïque possible. C'est ça qui est tout à fait intéressant. Pas anti-Torah, mais à l'intérieur même de la Torah. Et c'est une nécessité, on va tout de suite un petit peu vers quoi on va arriver. Alors, je prends le début du texte. J'ai mis des couleurs, évidemment, c'est pour vous éveiller à plusieurs éléments de réflexion et d'analyse. Alors, je commence au début. Vatikravna. Alors, elles s'approchèrent, les filles de Sélophrad. Donc, Sélophrad, c'est qui? C'est le fils de Réfer, fils de Gilad, fils de Machir, fils de Ménaché, de la descendance de Ménaché, fils de Yosef. Là, il y a une redondance. On t'a dit qu'il remonte jusqu'à Ménaché, donc forcément, c'est la descendance de Ménaché, fils de Yosef. Si tu n'as pas dit ça, donc on ne sait pas pourquoi on rajoute ça. Bon. Et ces 5 filles s'appellent Machla, Noah, Chagla, Milka et Tirtsa. 5 filles. Premièrement, donc elles s'approchèrent. Premier verbe, elles s'approchèrent. Deuxième chose, Amodna, elles se tiennent debout. Lifne Moshe devant Moshe, Velifne Elazar Kohen, Velifne Anessim, et devant tous les princes, Vechol Aeda, et toute la communauté, Pétar Oel Moed, les morts, à l'entrée de la tente d'assignation, en ces termes. Et là, ça a vraiment un relent de Women's Lib. Ouais. Vous n'avez pas Betty Goodman, celle qui était là, comment dire, celle qui a lancé, ça fait vraiment, wow, c'est devant tout le monde, elles prennent le micro devant tout le monde. Moshe Rabbeinu, Aaron, les princes, enfin, il faut avoir un sacré courage, ouais. Elles ont une tana, elles ont un argument. Avinu Med Bamida, notre père est mort dans le désert. Et il ne faisait pas partie de l'équipe, la faction qui a été montée par Korach, qui allait contre Hachem. Donc c'était pas mon père n'était pas un activiste, qui Bechetomet, car il est mort par sa faute. Donc, il est mort pour une bonne raison, enfin pour une raison en tout cas, mais pas la raison classique de Korach. Il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut mourir. On peut aussi mourir de vieillesse, hein. Et on peut se poser la question pourquoi ils ont besoin de préciser. Non, qu'elle précise qu'il ne fait pas partie de la faction de Korach, je peux entendre, on l'expliquera pourquoi. Mais pourquoi tu dis oui, mais il est mort à cause de sa faute? Pas besoin de le dire, tout le monde le sait d'ailleurs. Cette histoire du Mekoshesh Etzim, celui qui va ramasser le bois, tout le monde le sait, ça a fait les scoops. Il y a 3 millions de juifs, il y a un mec qui se permet de transgresser Shabbat, ils l'ont tout de suite dégommé, ouais. C'est interdit, donc ils l'ont dégommé, à l'époque il y avait un bedin. Donc tu dis, on le sait, tu dis Tzlofrad, boum, ça connecte. Mais il dit non mais il n'est pas mort à cause de Korach, il est mort pour sa faute, vas-y. En fait elle parle, parce qu'on n'est pas en Israël encore. On est dans le Midbar, dans le désert, ouais. Elle parle de ce qui va arriver en Israël. Bah non. Non. Parce que c'est leur territoire. Elles veulent avoir le territoire que leur père aurait dû avoir. Dans le désert. Non, en Israël. En Israël, donc elle parle de l'avenir, effectivement. Ouais, elles veulent l'avenir. On est la veille de la partition du territoire.
Zevouloun, toi Torah, ça, toi, ça. Ok, et nous? Et nous? Ouais. Bon, donc c'est ça qu'elle demande. Non, dans le désert, il n'y a pas chacun à sa tente, quoi. C'est le plan Keshua, quoi. Donc ça, c'est détente. Quoi. Donc, alors, maintenant, l'argumentaire arrive, verset numéro 4. Lama Igrasham Avinu. Au nom de quoi le nom de notre père devrait disparaître? Ou devrait être Igra, ça veut dire amoindri. Mitor Mishparto, dans sa famille, qui a une l'aubaine du fait qu'il n'a pas de fils. Tenalanu Achouza Betor Acheavinu. Donne-nous, parmi les frères de mon père, sa part qui lui revient. Donne-nous ça, ouais. Maintenant, Moshe ne sait pas quoi dire, Vayakrève, Moshe et Mishpatan Lifnei Hashem. Il amène le dossier, le sujet à Moshe, à Hachem, pardon. Hachem répond, il lui dit, Ken benot Tzlofrat Dovrot. Les filles de Tzlofrat ont raison. Naton Titen la haine, donné, tu leur donneras un droit d'hérédité parmi les frères de leur père, et tu dois leur transmettre l'héritage de leur père. Donc nous, on aurait pu s'attendre à un deuxième épisode de la Korah, en plus petit, et il se trouve que elle, Hachem, donne son tampon. Mieux que ça, regardez bien dans Rashi, en bleu, dans le verset numéro 7, Hachem justifie en disant, ce chapitre, c'est-à-dire cette loi-là en question, est écrit devant moi dans le ciel, c'est-à-dire fait partie de la Torah qui est née 2000 générations avant la création du monde. Donc il y a cette Torah qui a été écrite par Hachem, elle précède, elle est la matrice de tout, elle précède tout. Et il dit, mais c'est écrit dans la Torah originelle. Ce qui nous apprend, dit le Midrash, que leur œil, donc l'œil des filles de Tselophrad, a vu ce que l'œil de Moshe n'avait pas vu. C'est-à-dire que si Moshe s'était bien attardé sur la Torah, il aurait vu que c'est quelque chose qui est écrit presque noir sur blanc. Et donc, là, donc il ne savait pas comment gérer ça, Moshe, bien qu'il connaisse la Torah, et c'est lui qui l'a transmise, mais c'est à un point, une béance. Il y a une béance au niveau juridique, qui est comblée par les filles de Tselophrad. Regardez comment on continue Rashi. Leur demande est justifiée. Heureux celui dont le Saint béni soit-il approuve les paroles. Non seulement c'est ok, mais en plus, waouh, bravo. Elles ont les applaudissements d'Akadosh Baruch. Okay. Donc voilà un petit peu le thème, les éléments. Maintenant, pour essayer de comprendre exactement ce qui se passe, on va rentrer dans le texte avec des questions, des textes qui sont posés par les maîtres du Moyen-Âge, et pas que, aussi du 18e, 19e, et qui vont nous permettre de bien profiler, un, qui sont ces filles, et deux, quelles sont leurs revendications. Okay. Alors regardez, je commence par le début. Vous avez le verset numéro 1. Alors s'approchèrent les filles de Tselophrad, filles de fils de fils de fils de fils, et on donne les noms des filles. Et juste après on te dit, elles se tenaient debout devant Moshe, ouais, et demande le Rachaim Akadosh, pourquoi le verset numéro 1 est nécessaire. Parce que tu n'as pas besoin, elles s'approchèrent et elles se tenaient debout. Tu n'as qu'à dire, Chagla, Milka, Tirtza, les 5 filles de Ménaché, arrivèrent se tenaient debout devant Moshe pour lui poser la question. Ça veut dire elles n'ont pas peur. Elles sauraient pu venir de manière formelle. Si on avait loupé le 1, ouais. Alors elles s'approchèrent, elles auraient pu être avec plus de déférence, je sais pas. Non, c'est la réponse. Ça c'est la réponse. C'est-à-dire, a priori on aurait pu très bien imaginer qu'elles se tiennent debout devant Moshe pour poser la question. Et le texte dit non, Vatikravna. D'abord, elle s'approche. Alors, 3 explications de ce terme s'approchèrent. La première, ouais, alors ça c'est la première question sur ce verset numéro 1. Deuxième question, je vous l'ai dit, pourquoi on a eu besoin de bégayer l'idée que ça descend de Ménaché? On l'a dit 2 fois finalement. Ben Ménaché, c'est pas nécessaire. Alors, on va amener plusieurs réponses à ces 2 questions. La première, Vatikravna, elles se sont approchées, ça veut dire elles se sont approchées les 5 ensemble, dit Allah Chaim Akadosh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles se sont concertées les 5. Elles se sont rapprochées l'une de l'autre, c'est-à-dire qu'il y en a une qui vient et qui dit, écoutez les filles, je trouve qu'il y a un bug dans la Torah. C'est moi qui suis folle ou vous partagez mon ressenti? Donc elles ont fait une phase de ce qu'on appelle la concertation. On se concerte pour voir si c'est pas moi qui est en plein délire. Parfois il y a des choses qui peuvent te choquer,
mais qui sont liées peut-être à des traumas d'enfance qui n'ont aucun rapport. Donc, première des choses, elles valident à 5, c'est-à-dire qu'elles arrivent à trouver un point commun, elles arrivent à se mettre d'accord par rapport à ce qui les gêne. Première étape. Deuxième étape, Vatikravna, elles se sont approchées, indique qu'elles ont amené le dossier auprès justement des sages de leur tribu. Et ils ont vérifié leur copie auprès de toute cette généalogie en question. On parle Ménaché Ben Yosef, Ménaché Ben Yosef. On vient dire ici qu'en fait il y a dans leur tribu des gens, des sages, des chachamim. Et donc elles viennent d'abord soumettre en disant qu'est-ce que vous pensez de notre revendication. Donc elles ont deuxième validation, validation en interne, validation en externe. Troisième élément, c'est ça que vous vouliez dire à l'instant. Elles se sont approchées, ça veut dire. Elles ne sont pas allées directement, coucou, ouais, boîte à doléances, gilet jaune, ouais, non. Elles s'approchent elles se mettent dans la cour de la tente d'assignation. Elles ont attendu patiemment que Moshe les repère, les voit et les convoque. Ça veut dire que troisième chose, elles ont respecté le protocole. Elles ne sont pas dans une démarche arrogante et effrontée. Elles respectent un protocole pour aller parler à Moshe. Ça, c'est le troisième point. Maintenant, on va essayer de démontrer ici que le féminisme qu'elle porte n'a aucun rapport avec le féminisme égalitaire d'aujourd'hui, mais est ce qu'on appelle un féminisme biblique et qui va faire bouger les frontières de façon magnifique. Alors, premier indice extrêmement intéressant. Lorsque le texte précise à 2 reprises qu'elles viennent de Ménaché, c'est pour préciser un point extrêmement important. Je vous ai dit que la tribu de Gad et la tribu de Réhouven ont choisi leur terrain à l'extérieur d'Israël. Il n'y avait pas que. Il y avait aussi, d'après la Torah, la moitié de la tribu de Ménaché. Donc il y a une moitié de la tribu de Ménaché qui a aspiré à rester en Jordanie. Et lorsqu'on dit qu'elle descend de Ménaché Ben Yosef, c'est pour dire nous faisons partie de la deuxième partie de Ménaché qui n'a pas voulu rester en Jordanie, qui avait un véritable tropisme pour la terre d'Israël. Ça veut dire que dans notre revendication, on n'est pas en train d'avoir une revendication type on veut des mètres carrés, on veut notre pavillon, on veut beaucoup plus Israël qu'un pavillon. Déjà, on est dans un registre de revendication au niveau éminemment spirituel. Et vous allez voir à quel point tous les indices qui sont marqués ici convergent vers ce point-là. Vata Amodna, elles se mettent debout devant Moshe, devant Elazar, devant tout le monde, et là, elles commencent, verset numéro 3, à faire leur plaidoyer. Avinu med bamidbar, veu lo haya betocha edanu adim al Hashem ba'adat Korach. Attention, mon papa ne faisait pas partie de l'équipe à Korach. C'est-à-dire, que voulait Korach? Korach s'est plaint d'un problème de leadership. Korach disait, Kulam kedoshim, on est tous des gens saints. C'est-à-dire que Korach était en train de prôner un monde totalement démocratique. Pas de monarchie chez nous, il n'y a pas de leadership, tout le monde est capable de pouvoir gouverner. Donc il est dans une recherche égalitaire, Korach. C'est plutôt l'anarchie. Non, tout le monde égal, on partage à égalité, pas forcément anarchique. Ça peut générer de l'anarchie, s'il n'y a pas de boss, effectivement. Mais en tout cas, l'idée c'est dire que je comprends pas, vous n'êtes pas plus kadosh que nous, c'est quoi ce délire? C'est quoi cette verticalité? C'est quoi cette pyramide? Aucun rapport. Je suis pas d'accord avec ça. Donc en d'autres termes, il y a ici dans l'argumentaire de Korah, des filles, dire notre père n'était pas dans une démarche de recherche égalitaire dont nous aussi on se démarque. Donc c'est pas par recherche d'égalité qu'on vient. Pourquoi les filles c'est différent des garçons? On a une deuxième preuve à cela, c'est lorsque, regardez comment c'est magnifique dans le verset numéro 4, Lama Igrachem Avinu, pourquoi le nom de notre père devrait être atténué parmi sa mishpacha, parmi sa famille, qui est l'aubaine du fait qu'il n'a pas de fils. Regardez le Rashi qui est incroyable. Car il n'a pas de fils, ouais. Dit Rashi, je déduis. Ah, Imaya l'aubaine. Si en revanche il avait eu un fils, elle n'aurait rien réclamé. Ce qui nous apprend qu'elles étaient intelligentes. C'est-à-dire qu'elles ne viennent pas pour dire mais c'est quoi cette Torah où si t'as un fils, ouais, dans un héritage, un fils, ou bien 2 fils, un frère aîné,
un deuxième frère et 10 filles, l'héritage sera divisé en 3. 2 parties pour l'aîné et une partie pour le fils. Et les filles, ou alors rien du tout. Rien du tout, ok? Elles ne viennent pas en te disant, c'est pas normal cette ségrégation fille-garçon. C'est pas ça qu'elles disent. Et ça, c'est Rachi qui le en 1040-1105, hein, qui le pointe. Attention, ce qui les gêne n'est pas ce choix arbitraire de la Torah de faire une différence au niveau de l'héritage. C'est pas ça qui les gêne. Ce qui les gêne, fondamentalement, c'est que finalement, leur père n'ayant pas eu de fils, n'aura plus de place, n'aura plus de makom, de lieu, du fait qu'il n'y a pas eu de fils. Donc voilà la nuance fondamentale. Maintenant, juste une petite parenthèse, hein, qu'on soit bien clair. Oui, effectivement, la Torah, comment dire, a mis en place ce cadre qui fait que, d'après la halakha, comme je vous ai dit, un aîné touche 2 et les filles ne touchent rien du tout. Maintenant, dans toutes les couches les plus orthodoxes dans le monde, ouais, puisque en Israël, puisqu'aux États-Unis, puisqu'en France, il existe des lois d'héritage, je vous explique comment ça se passe. Les parents qui doivent faire hériter leurs enfants, pour faire hériter à égalité, alors ils font un testament quand ils peuvent, quoi, peu importe, et qui est validé au niveau halakhique et au niveau du droit juridique, dans lequel les parents, donc je vous donne la technique qui est utilisée, donc c'est important de le savoir, les parents, enfin le testament dit la chose suivante: étant donné qu'une personne ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir, ouais, personne ne le sait, alors, ouais, heureusement, ouais, effectivement, ouais. Nous considérons, les parents disent, nous considérons que tout notre argent, toute notre fortune, alors, sera donnée 5 minutes avant notre mort, de façon égale à tous les enfants. Donc c'est un contrat qui n'est pas c'est un testament qui est un don juste avant de mourir. Donc il n'y a plus rien à hériter. Moins $100. Tout sauf $100. Et sur les $100, on fait appliquer les lois toraïques. Ouais, ça veut dire, s'il y a dans le cas de figure, ouais, c'est comme ça que ça se passe, ouais. Puis, dans toutes les couches les plus orthodoxes, c'est vu avec des avocats, avec des trucs et tout, de façon à éviter tout est marqué très clair, comme ça il n'y a pas de trucs, ouais. Donc voilà, maintenant, ouais. C'est la halakha. Ouais. Marqué dans la Gemara, par exemple, un père, il peut, de son vivant, donner tout à un fils ou à une fille. Il fait ce qu'il veut dans la vie. C'est parce que c'est donné. Une fois qu'il est mort, là, il y a des règles d'héritage qui doivent s'appliquer. Et même, dit le texte de la Torah, même s'il a son fils aîné est un tokar, la Torah lui dit, lo yochal levaker. T'as pas le droit de détourner la chose. Tu vas donner double part. Ah, mais j'ai pas envie, il m'a cassé les pieds toute ma vie, j'en peux plus, ouais. C'est dans la paracha de la Ishat Yefatoa, ouais. Donc voilà, je vous donne un petit peu le cadre. Maintenant, extrêmement. Pardon. Elles n'ont pas du tout fait bouger les lignes. Attendez. S'il faut qu'on écrive ça. Attendez, 2 secondes, on n'a pas fini. Donc, première des choses, j'ai bien dit, elles ne viennent pas remettre en question ce qui a été mis en place par la Torah. Maintenant, je finis le texte. Le texte précise donc que Kadosh Baruch Hu va applaudir. C'est quoi applaudir? Ça veut dire que normalement, Moshe ne savait pas gérer ce problème. Et grâce à leur intervention, Hachem enseigne à Moshe qu'en fait c'est quelque chose qui est inhérent déjà à la Torah. Maintenant, je finis pour essayer de... au niveau des preuves qu'en fait leur démarche était totalement dans une démarche totalement spirituelle et non pas dans une volonté de récupérer tout simplement des mètres carrés. Alors, j'ai mis des couleurs en bleu pour vous montrer le lien qui existe entre cette paracha et une autre paracha qui n'a aucun rapport a priori. Il y a une paracha dans la fin de Baotecha de personnes qui viennent voir Moshe en disant on est embêtés parce qu'il y a bientôt Pessah et nous on s'est occupé d'enterrer des morts, on était la Chevra Kadisha et du coup comme on a enterré des morts on est impur et d'ici le 14 Nissan on ne sera pas pur, pas le temps et donc on ne pourra pas amener un Korban Pessah. Donc on est disqualifié de la fête de Pessah, donc je vous le lis dans les textes. Or il y eut des hommes qui se trouvaient souillés par les cadavres humains et qui ne purent faire la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent devant Moshe et devant Aaron ce même jour. Et ces hommes lui dirent, nous sommes souillés par des cadavres humains, mais pourquoi serions-nous privés d'offrir le sacrifice du Seigneur en son temps, seul entre les enfants d'Israël? Moïse leur répondit, tenez-vous debout, que j'apprenne
ce que l'Éternel statuera à votre égard. Donc il ne savait pas comment répondre. Et Hachem va lui dire, magnifique, tu vas créer un Pessah Sheni, donc la deuxième session. On mange d'ailleurs le 15 Iyar, nous, le 15 Nissan, c'est Pessah. Et 15 Iyar, c'est un mois après Pessah Sheni, où on va, session de remplacement, manger de la matzah. Et à l'époque, ils faisaient un vrai Pessah à cette époque. Maintenant, regardez les verbes qui sont utilisés. Nous dit le texte, Vaïkrevou les filles de Moshe. Ils se sont approchés de Moshe, comme les filles de Tzelophrad qui s'approchent de Moshe. Ensuite, leur argumentaire, c'est Lama Nigara. Pourquoi serons-nous privés? Pourquoi serons on serait amenuisés? C'est exactement les mêmes mots qu'utilisent les filles de Tzelophrad. Et enfin, Moshe leur dit, Imdou, tenez-vous debout. Elles sont tenues debout. C'est-à-dire qu'en fait, la Torah, de façon subliminale, veut créer un lien entre deux histoires qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, qui sont juste un point commun de revendication, mais juste pour bien te faire comprendre que de la même façon qu'un individu qui se dit mais j'ai pas envie d'être disqualifié du Korban Pessah est une personne qui est dans une soif spirituelle, de la même façon les filles de Tzelophrad étaient aussi dans une soif spirituelle, absolument pas dans un sorte de débat au niveau héritage. Ce qu'elles voulaient, c'est tout simplement que leur père puisse avoir ce lieu d'existence. Ça, c'est le point. Maintenant, je voudrais aborder, dans le temps qui nous reste, comment se fait-il qu'elles ont besoin de spécifier. Alors, on a compris pourquoi elles ont besoin de spécifier que mon papa ne faisait pas partie de l'équipe Akorat. Ça veut dire on n'est pas ici dans une filiation de la recherche égalitaire. C'est pas ça qui nous embête. On voit, donc ça c'est le premier point. Maintenant, pourquoi elles ont besoin de préciser? Pas parce que papa il est mort par sa faute. Donc c'est quoi sa faute? Soit le fait qu'il a ramassé du bois pendant le Shabbat, il a porté du bois, soit il a déraciné une racine. Donc peu importe la faute, mais en tout cas elle le spécifie. Si elle le spécifie, ça c'est un chidouche de mon épouse, elle dit c'est que peut-être qu'elles ont envie de venir réparer la faute de leur père. Les enfants peuvent avoir comme ça, historiquement, vous savez par exemple, j'ai été très marqué, il y a une ville en Israël qui s'appelle Zichron Yaakov, dans laquelle il y a tout un quartier, il y a des enfants de dignitaires nazis qui sont venus s'installer, des goïms, pas convertis, et donc c'est des personnes qui sont venues apporter ce qu'ils peuvent au peuple juif. Ça s'appelle essayer de rédimer les horreurs que leurs parents ont fait. Donc chacun à son niveau peut, mon père a flanché là-dessus, et ben je vais essayer moi de... Il y a peut-être ici une idée de volonté de réparation. Petite parenthèse d'ailleurs, puisqu'on parle du féminisme, c'est toujours important de bien saisir un point extrêmement important. C'était extrêmement... comment dire que je voudrais préciser. Dans le judaïsme, il existe de fait des privilèges pour certaines personnes. Par exemple, donc le judaïsme, la Torah a mis en place un système dans lequel le Kohen, et le Lévi d'ailleurs aussi, ont des privilèges par rapport aux juifs classiques. Pourquoi? Alors, c'est toujours des privilèges qui sont toujours liés à un pendant au niveau responsabilité. Les Kohanim, les Lévi'im, étaient des personnes qui n'avaient pas de terre, pas de propriété foncière. Donc, il veut dire pas de parmassa, parce qu'à l'époque, c'était la seule façon de pouvoir se nourrir. Et donc, ils vivaient au crochet des prélèvements à la source de toutes les récoltes. Pas que, il y avait aussi dans les corbanotes, ils pouvaient prendre de la viande en fonction du type du corban. Bref, ils vivaient à la solde de la communauté. Ils disent, mais ils ont des privilèges, ils foutent rien, et ils se servent directement au prélèvement. C'est comme le fils, quoi. C'est vraiment, il se sert à la source. Il se prélève à la source, oui. Sauf que, pourquoi ils ne foutaient rien? Parce que leur domaine de prédilection, ce qu'ils devaient faire, c'est s'occuper du temple, mais aussi enseigner la Torah. Il fallait les libérer des travaux de la terre pour qu'ils puissent prodiguer toute leur connaissance de Torah. Ça, c'est donc le système. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, un Kohen a des privilèges. Il monte en premier à la Torah, et ensuite c'est le Lévi qui emporte le magot, et après les Israël, ils doivent payer parfois dans les chouvas. Les Kohen, ils sont servis, et après, vas-y, les enchères. Numéro 3, combien? Ouais. Maintenant, c'est intéressant, mais on n'a jamais vu des groupuscules se monter parmi le peuple juif, de Israël, des juifs normaux, entre guillemets, on va dire que vraiment, il y en a marre. Il faut abolir cette société de privilèges, cette religion de privilèges. On va couper la tête à tous les Kohanim, et les Lévim d'ailleurs, tant qu'on y est. Il faut faire la révolution. Il nous faut un Danton et un Robespierre qui puissent gérer ça. Il n'y a jamais eu de problème. C'est-à-dire, le fait que la Torah crée une différence notoire entre les individus ne pose pas de problème. Pourquoi ça ne pose pas de problème? Pourquoi nous, moi juif qui ne suis pas, jusqu'à preuve du contraire, ni Kohen ni Lévi, pourquoi dans ma vie ça ne m'a jamais gêné ces privilèges qui sont donnés?
Ah ben mince, pourquoi? Je vais dire pourquoi. Parce qu'on sait pertinemment que Hachem donne à chacun une mission en fonction de ce qu'il est. Et le but, c'est pas d'être un Cohen ou d'être un Lévi. Le but, c'est en fonction de ce que Hachem m'a donné, de devenir quelqu'un d'épanoui et de grandir avec ça. Donc un Cohen, on l'attend dans son service en tant que Cohen, et un Lévi pareil, et un Israël pareil. Donc on sait pertinemment que chacun son job, chacun son rôle. D'un coup, est né, de façon concomitante, aux trois vagues de féminisme. Ouais. Il y a 3 vagues de féminisme. Il y a la première qui est née au 19e siècle, par la femme d'un président américain qui est venu monter au créneau en disant c'est normal qu'une femme n'ait pas un droit de vote, c'est normal qu'elle ne puisse pas avoir un compte en banque, c'est normal qu'elle ne puisse pas avoir une propriété, et ça c'est magnifique. Elle a fait bouger les choses. Premier à dégainer, je crois que c'était en Nouvelle-Zélande, ensuite États-Unis, Nouvelle-Zélande, et ensuite l'Europe a mordu, et bah au Hachem, c'est la première vague de féminisme. La deuxième a été portée par Simone de Beauvoir, ouais, en 1949, dans le deuxième sexe. Là, elle explique que c'est bien beau d'avoir les droits de vote et tout ça, c'est très très bien. Donc on est des humains à égalité enfin, on n'est pas un sujet de deuxième classe, mais il y a beaucoup plus à attaquer. C'est pas normal. Nous vivons dans une société totalement patriarcale qui a été créée par des hommes, et qui se sont finalement arrangés pour avoir tous les privilèges. Ouais. Et donc là maintenant ça suffit, donc elle va essayer de promouvoir un système dans lequel ça suffit d'être à la solde des hommes. On va essayer, donc c'est finalement avoir le droit de vote, ça c'est tout petit, ça c'est rien du tout, ouais. Il faut beaucoup plus que ça. Donc là c'est la deuxième phase. Une troisième phase, ouais, qui est née dans les années 90, ça c'est un peu plus compliqué. C'est une phase de féminisme qui consiste à dire, bon c'est vrai, ok, qui va être même remise en question pour la 4e maintenant, ouais. C'est vrai, ok, il y a une différence de sexe, ça c'est évident, bon, chacun naît avec un sexe masculin ou féminin, ouais. Mais c'est pas parce que je nais avec un sexe féminin que je suis forcément une femme. Je parle pas de transgenre, ouais. Je suis peut-être totalement quelqu'un de masculin. Accessoirement, il y a ça. Comme s'il n'y avait pas une corrélation entre le corps et l'âme du corps. Bref. Donc là, c'est une troisième phase. Bref. Je veux dire, il y a eu plusieurs vagues. Maintenant, c'est très intéressant. Au niveau de la façon dont la Torah a placé les choses, elle a créé effectivement des différences entre le masculin et le féminin. Et notamment, une des choses qui passe très mal, c'est l'idée de ne pas être obligé de faire pour une femme des mitzvot qui sont liés au temps. D'abord, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'en fait, les mitzvot liés au temps, elles peuvent les faire. Elles peuvent agiter un moulav, sans se comprendre si elles le veulent, elles peuvent même faire la bracha d'après les Ashkenazim, le Rama permet, bon, mais elles ne sont pas astreintes à. Elles ne sont pas astreintes à mettre des téphilines. Si elles voulaient, elles pourraient le faire, sauf que, on met un petit bémol, à condition qu'elles fassent tous les jours, comme les hommes, si déjà. Ouais. C'est pas juste une fois devant le kotel avec un talit, c'est vraiment dans une perspective dans laquelle on va rentrer dans un sexe. Si une femme sentirait qu'elle aurait besoin de ça, why not? Mais attention, ça veut dire, il y a quelque chose qui est extrêmement délicat. Pourquoi? Parce qu'en fait, Hachem a mis en édifice, alors je vous donne plus exactement les points, il a créé de façon totalement différente le masculin et le féminin, la femme et l'homme, et il leur a donné à chacun un champ d'évolution et d'épanouissement. Maintenant, le fait qu'une femme n'est pas soumise à plusieurs types de mitzvot n'est pas révélateur d'une carence, mais au contraire d'une supériorité, je m'explique. Il y a plusieurs maîtres du Moyen-Âge qui vont parler des différences entre l'homme et la femme. Et je prends exprès des maîtres du Moyen-Âge, pas des maîtres contemporains, pour qu'on ne puisse pas les taxer de démagogie compte tenu de la modernité. Je amène le Harizal, par exemple, au XVIe siècle, qui va dire que l'être féminin a été créé après l'homme. Ça veut dire que pour créer l'homme, Hachem a pris un amoncellement de terre qu'il a purifié. C'est un zikour, c'est un raffinement de la terre. Et à partir de ce premier raffinement, il a créé un deuxième raffinement à partir de l'homme, la femme a été créée. Ça veut dire, le Harizal dit que l'être féminin est une purification après la purification. Dans le Harizal, s'il avait dit à cette époque que la femme est une sorcière, et c'est elle qui a la femme pécheresse, ça passait crème au XVIe siècle. Ça passait, mais alors vraiment de top niveau, ouais. J'amène un Rabbeinu Bechaï du XIIIe siècle, qui fait une remarque incroyable, qui dit que l'homme est né à l'extérieur du Gan Eden, il est rentré ensuite. La femme, dans le texte, est née dans le Gan Eden. Elle serait tombée dans la marmite. Ouais. Ça veut dire, et c'est là en fait que les maîtres, comment elle est tombée dans la marmite comme
Ouais, une marmite plus... Ouais. Maintenant, moins déformante que Obélix. Ouais. Maintenant, regardez. Ça veut dire quoi, elle est tombée dans la marmite? Ça veut dire que la Torah considère que l'être féminin a une propension à la spiritualité beaucoup plus évidente que l'être masculin. Je m'explique. Qu'est-ce que j'appelle une propension à la spiritualité? Je ne sais pas si vous avez des grands-mères, des parents ou des grands-parents ou des grands-mères, des grands-mères je veux dire surtout, qui n'ont pas forcément fréquenté un Talmud Torah, qui ne savaient pas forcément lire. Moi j'en avais, bon, ma grand-mère savait lire, mais je me rappelle l'intensité qu'elle avait lorsqu'elle se levait le matin, elle se lavait les mains, elle mettait sa main devant la mezouza et elle priait Hachem, en arabe, ouais, pendant un quart d'heure. Et j'ai parlé très souvent de ça, et tous les gens me disent « Ouais, mais c'est incroyable l'intensité, la puissance qu'elles avaient. » C'est nous les hommes à côté, même pendant l'année Neila Kippour, avec le meilleur chazan du monde et les meilleurs copains autour, on n'arrive pas à avoir la même intensité qu'elles avaient tous les jours. Pour un oui, pour un non, ils étaient en connexion avec Hachem. Ça, je donne donc une illustration religieuse, ouais, de la suprématie du Wi-Fi féminin par rapport au Wi-Fi masculin. Maintenant, je donne aussi une preuve non religieuse, même non juive. Le Rav Dessler considère que l'indice de spiritualité, ouais, ça veut dire, très souvent on aime bien classer les gens. Il ou elle est relige ou pas relige, ouais, on a l'impression en fait que c'est en fonction de ce que l'on voit. Ah, tu vois la barbe blanche qu'il a, ouais, je te dis celui-là c'est un très très grand relige, ouais. Et là, bon, il est un peu sympa avec ses sandales, ouais, bon, sympathique, ouais. Relige moyen, on va dire comme ça, ouais. Alors, en fait, le Rav Dessler il dit non, c'est pas comme ça, le critère il n'est pas comme ça, le critère en fait il est invisible, enfin, pratiquement invisible. C'est ta propension à donner gratuitement à l'autre. Peu importe l'autre. Donc ils savent donner, mais qu'ils savent donner avec un élastique. Ouais. Maintenant, plus tu as de l'empathie dans la vie, plus ça veut dire que tu es quelqu'un de spirituel. Ce qui ne t'absout pas de respecter Shabbat, c'est deux choses différentes. Mais je dis que la mère de toutes les bons traits de caractère, et donc, dit le Rav Dessler, l'indice, le baromètre de la spiritualité d'un individu est mesuré en fonction de son empathie naturelle. Et de sa faculté à donner, ou bien il a appris à donner dans sa vie. Maintenant, ils ont fait des tests dans ce qu'on appelle les microcrédits. Vous savez ce qu'est les microcrédits? C'est plutôt d'aider une grande fondation qui va aider le Bangladesh. Ouais. Alors, ils ont mis en place un système de microcrédit, c'est-à-dire qu'on donne à une famille, on parraine une famille au Bangladesh, enfin, par rapport au tiers-monde, dans lequel on va donner 1000 € par exemple. Ouais. Défiscaliser ce que vous voulez, mais en tout cas 1000 €. Et donc, on va observer qu'est-ce que font ces familles avec l'argent. Ils ont fait des statistiques, c'est les goïms qui font ça, ouais. Et ils se sont rendus compte que lorsque tu donnes, désolé, hein, je donne vraiment les résultats statistiques, quand tu donnes 1000 € à un père de famille, première des choses, il commence à aller s'acheter un costard. Sapé comme jamais. Et ensuite, il va s'occuper de la maison. Petite parenthèse, ouais, on n'a pas besoin d'aller au Bangladesh. Ouais, quand ces messieurs, dont moi, rentreront le soir à 7h, notre GPS interne nous indique immédiatement la direction du frigidaire pour voir qu'est-ce qu'il y a à manger. Peu importe si les enfants ont mangé ou pas mangé, la première des choses, ouais, on a un tropisme vers le frigidaire de la cuisine qui est un truc de fou. Ouais. Donc ça, une femme classique, c'est naturel, ouais. Même si elle meurt de faim, elle d'abord ses enfants. Un homme a du mal et une femme ne comprend pas cet égoïsme incroyable. Ouais. Maintenant, statistique du côté féminin. Pas toutes, hein, mais 80% des femmes, de ces Bangladeshiennes, je sais pas comment on dit, ouais, de ces femmes du Bangladesh, elles commencent par acheter une machine à coudre, une chèvre, une vache. Première des choses, c'est leur premier achat. Ouais. Et pourtant, on sait à quel point une femme aime la sable. C'est naturel, c'est partie de son essence. Ouais. Maintenant, ça indique quoi? Que l'être féminin, il est né comme ça par rapport à l'homme, au niveau spirituel. Si on a plus, entre guillemets, de devoirs qu'elle, c'est pour rattraper le gap. Et tous des devoirs qui sont liés à la chronologie. Hachem nous met dans un cadre. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas rester tranquille finalement en juif. Ouais. Tu files le matin, midi, soir, les téphilines, le truc, ouais. Tu vas un homme, ouais. Donc en fait, il est cadré. Pourquoi cadré? Parce qu'en fait, on sait pertinemment que sinon si tu n'as pas en fait finalement un coaching, tu ne pourras jamais rattraper le gap qui est mis en place. Donc ça, c'est la pensée, et je vous amène ça des maîtres du Moyen-Âge, qu'on ne peut pas taxer de démagogie. Moi, vous pouvez me taxer de démagogie, et je l'accepterai 100%, ouais. C'est un peu mon job, en tout cas, je suis obligé un peu, ouais. Mais eux, ils ne sont pas obligés de faire ça, ouais. Donc ça, c'est le point. Là, maintenant, je voudrais essayer d'expliquer pourquoi
les filles de Tselophrad, il n'y a que elles qui ont réussi à gérer cette béance à l'Afrique. On va dire qu'il n'y a que le féminin qui peut faire ça. Et là, on va arriver à une notion extrêmement importante qui est liée à ce qui est marqué dans la Kabbalah. La Kabbalah donne une figure géométrique pour représenter l'homme et une figure géométrique pour représenter la femme de façon très simple, qu'on va retrouver d'ailleurs dans les sigles d'aujourd'hui. D'après le Zohar, donc le Zohar 1er siècle après Jésus, la femme est représentée par un cercle et l'homme par une flèche. Maintenant, le Zohar en 1er siècle, ils n'avaient pas encore les microscopes. C'est quand même incroyable que dans la procréation, l'ovule, c'est un cercle, et le spermatozoïde, c'est une flèche. Ouais, au microscope, hein. Rappelez-vous vos PP, enfin pas de PT, je veux dire les cours de SVT, quoi. Ouais, c'est une flèche. Ça, c'est incroyable. Maintenant, qu'est-ce que veut dire, alors il y a une symbolique, on pourrait faire des cours entiers sur rien que le cercle et la flèche, mais en tout cas, l'idée, c'est quoi du cercle et de la flèche? Akadosh Baruch Hu a créé un monde duel. Il n'y a pas que le masculin et le féminin, il y a le principe du masculin et du féminin. Attention, quand je dis masculin et féminin, ça veut dire que chez tout homme, il y a du féminin et du masculin, mais chez un homme, normalement, il y a beaucoup plus de masculin que de féminin. Il y a beaucoup plus de flèches que de rond, mais il y a aussi du rond. Et chez les hommes, c'est pareil, il y a aussi de la flèche, il y a aussi du rond. Okay. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Hashem a créé les cieux et la terre. Les cieux, c'est le principe masculin. Parce que les cieux sont infinis, et c'est une foultitude d'énergies qui peuvent s'abattre sur la terre, avec des pluies, avec le phénomène de la photosynthèse du soleil. Ce sont des énergies qui arrivent, et qui vont être captées par un monde fini qui s'appelle la terre, certes grande, mais c'est un réceptacle qui va puiser ces énergies, choisir ces énergies pour te créer des forêts amazoniennes, pour te créer des sujets. Masculin, féminin. Le temps se décompose dans une semaine en 7 jours. 6 jours de travail, 1 jour de repos. Les 6 jours sont des 6 jours de flèches. On passe notre vie à tracer. On construit, on bâtit, on façonne. Je prends un steak et je le mets dans une plaque à induction et j'en fais un steak de cru à cuit. C'est le génie humain qui fait ça. Il n'y a que l'homme qui peut être capable de façonner la nature. Je prends un stylo et je vais écrire une ordonnance et je vais guérir une personne grâce à ça. Ça, c'est le génie humain. Le jour de Shabbat, toute ta créativité, tu la mets à la poubelle. Monsieur, je comprends pas, mais ma vie, c'est mes plaidoiries, ma vie, c'est mes procédures informatiques, ma vie, c'est mes plans d'architecte, ma vie, c'est mes coups de fil à la bourse de Tokyo. Je vais faire quoi? Chômage? Non! Créativité, tu la mets d'abord, dans les rapports humains. Deuxième chose, il est important, dans le déroulé de la créativité, qu'il y ait un jour durant lequel tu contemples l'œuvre de tes 6 jours. Parce que lorsque un peintre passe sa vie à rajouter un dernier petit coup de pinceau à sa toile pour la rendre parfaite, si au bout d'un moment il dit écoute maintenant c'est fini, j'arrête, stop, game over, je vais arrêter d'être dans cette créativité parce que sinon il finira jamais son tableau, il finira par le jeter à la poubelle. L'écrivain qui écrit sa conclusion, une fois qu'il aura changé 20 fois la conclusion, la 20e fois il doit se dire stop, maintenant j'arrête, je sors le livre, point barre. Parce que si tu veux être dans la créativité, tu n'as pas ce recul, tu n'as pas ce jour de méditation sur ce que tu fais, tu vas d'une certaine façon massacrer ta créativité. Le Shabbat, la semaine c'est le monde de la flèche, on court, on avance. Le Shabbat s'appelle Shabbat Malketa. C'est un principe féminin le Shabbat. Malketa, ça veut dire que c'est le moment où tu vas donner une cohérence à tous ces jours de créativité pour essayer de comprendre vers où ça mène tout ça. Donc ça va être un moment de méditation, de contemplation qui te permet de pouvoir embrayer vers autre chose. Les maîtres du Talmud disent par exemple que Kol alan shevayamim belo chalom nikrara. Toute personne qui passe 7 jours sans dormir s'appelle quelqu'un de mauvais. Sans rêver. Comment? Sans rêver. Sans rêver, ouais. Non, sans dormir, ouais. Sans dormir, il est d'équerre, ouais, c'est autre chose. Ouais, alors, sans rêver. Alors, les maîtres posent une question, ça veut dire quoi ces 7 jours? Pourquoi 7 jours? Et pas 8 jours, et pas 9 jours, et pas 2 jours. Deuxième chose, que veut dire cette injonction? Une personne qui ne rêve pas pendant 7 jours s'appelle quelqu'un de mauvais. Mais monsieur, c'est pas sur commande. Il n'y a pas des gélules pour pouvoir. Et si oui, c'est du LSD, quoi. Donc c'est pas dangereux. C'est pas de ma faute. Encore une fois, tu peux dire un bonhomme, il veut pas ses TEF, c'est un problème. Pas bien. Tu fais pas Shabbat, c'est un problème. Parce que c'est marqué texto que tu dois faire Shabbat. Et c'est dans ta conscience, tu peux le faire. Mais quelqu'un on n'a pas la maîtrise de nos rêves. Je ne défends pas de ça, donc comment? Alors, le gars de Vilna pose une dernière question, il dit mais pourquoi Kol Alan Sheva Yamim, celui qui dort
7 jours sans rêver. Pourquoi pas 7 nuits sans rêver? On rêve la nuit, pas le jour. Là, les Marseillais qui font des siestes de 3 heures entre midi et 3, ouais, ils rêvent pas. Ils se reposent. Ok, alors, regardez. Le Gaon du Vilna, il dit un truc non. Il dit en fait que ce dont parle la Gemara, c'est pas les rêves de nuit, c'est les rêves de jour. C'est les moments propices durant lesquels tu commences à penser à toi en plus large. Et l'idée des 7 jours, c'est qu'en fait, quand tu vis 7 jours, tu rencontres forcément un Shabbat. Ouais, forcément un Shabbat, 7 jours. Donc une personne qui n'a pas eu la chance d'avoir un Shabbat, pour pouvoir voir sa vie en plus haut, en plus grand, élargir les frontières, repenser à sa relation crasseuse avec son ado, et essayer de réfléchir à une autre façon d'aborder les choses. Si tu n'as pas eu ce poumon, Nikra, c'est pas que tu es quelqu'un de mauvais, c'est Nikra, on t'appelle mauvais. C'est-à-dire, les gens te disent, mais qu'est-ce qui se passe, Max? Tu m'as l'air taciturne, tu m'as l'air jeune, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que tu n'as pas eu suffisamment l'occasion de rêver de jour. Ça, c'est le point, ça, c'est le principe féminin. Le principe féminin permet de créer une frontière, un contour. Un contour pour pouvoir tirer la quintessence de toutes ces énergies. Et vous repérerez aussi, c'est la même chose dans la procréation. Finalement, il y a un ovule, il y a des millions de spermatozoïdes, et il y en a un seul qui va laisser une trace dans l'ovule. C'est-à-dire que c'est ce principe de choix dans toutes les énergies possibles, il y en a un seul, c'est toujours la même chose. Ça veut dire, il y a des millions de flèches, il y en a une seule qui va rentrer dans le cercle. Ça, c'est le principe de la chose. Alors maintenant, une fois qu'on a bien compris cette notion de cercle et de flèche, le féminin crée la muraille. La muraille. Et le masculin est dans l'avancée permanente sans se soucier de la muraille. Maintenant, on a dit que les filles de Tselophrate qui portent le masculin, qui portent le cercle, viennent dire notre père, il n'était pas dans une dimension égalitaire. Mais il est mort par sa faute. C'est quoi sa faute? Il a pris le Shabbat, qui est un moment de contemplation. Il s'est mis à bosser pendant le Shabbat. Il a pris des bûches de bois, il les a soit déracinées, soit portées. Ça veut dire qu'en fait, il était dans un excès de masculinité, mon père. Ce que disent les filles de... C'est-à-dire qu'il y a eu une exagération des 6 jours, c'est-à-dire de la flèche, et papa n'a pas compris en fait qu'il y a un moment où on se pose. Et c'est le même système lorsque les personnes entendent qu'Hachem, il veut qu'on monte en Israël, il veut qu'on monte, on fonce, on y va, on monte un truc, on y va. Mais on t'a pas donné le timing, mon ami. Il y avait un timing, maintenant on va attendre de repartir. C'est des fonceurs. C'est la masculinité qui est à outrance et qui n'est pas contenue dans le cercle. Ou bien, la panique par rapport à il n'y a plus d'eau. Myriam est morte, il n'y a plus de pluie. On panique, mais tu penses bien qu'Hachem il t'a laissé. Ça fait quand même 40 ans que tu sais qu'Hachem, il ne pèse pas comme ça. Pourquoi tu es en train de prendre les devants? Calme-toi. Ça veut dire qu'en fait, encore une fois, c'est le principe de cette flèche qui ne sait pas se coordonner avec le cercle. Ça, c'est exactement la dynamique qui est mise en place. Et donc, elles viennent dire un truc extraordinaire, les filles de Tselophrate. Elles disent, mon papa n'a pas eu de frère, de fils, mais mon père a droit d'avoir une forme de réparation en lui donnant, dans la terre d'Israël, une place, c'est-à-dire un terrain, c'est-à-dire un cercle. On va donner de façon posthume à mon père qui était une flèche exacerbée, on va lui donner, il a le droit d'avoir quelque part une sorte de réparation par ce petit lopin de terre qu'on aura, cette flèche, pas cette flèche, ce cercle, qui lui permettra de pouvoir tout simplement être à l'égal de ses frères. Ça, c'est pas par égalité, mais en tout cas à l'égal de ses frères. Ça, c'est le point extrêmement fondamental. Ça veut dire qu'il y a ici, je finis donc là-dessus, premièrement, elles ont respecté le protocole. Deuxième chose, elles ont une soif de spiritualité colossale. Et c'est révélateur des temps qu'on vit actuellement. Il ne faut pas lésiner le besoin colossal de spiritualité des femmes, du monde, du public féminin, qui ne peut pas se cantonner à soit des discours sur la tsniout, soit des discours sur fermer sa bouche, soit des histoires de tzadikim. C'est une réalité. Il y a un avancement extraordinaire du public féminin qui est à totale égalité au niveau intellectuel du public masculin. On ne peut pas donner une nourriture différente de celle des hommes, c'est pas possible. Moi je me rappelle, j'ai eu plusieurs élèves qui m'ont dit, on en a marre de ces cours qui nous parlent que de soit mets-toi un scaphandre, soit ferme ta bouche. Les filles qui étaient hyper brillantes, des gens de profil majeur en P1 et tout ça, ils disent mais il n'y a pas autre chose dans la Torah?
J'ai dit, mais t'as raison, effectivement, c'est pas du tout ça. Et elles ont besoin de texte, elles ont besoin de se confronter, elles ont besoin de comprendre que leur existence fait jaillir des questions auxquelles la Torah est là aussi pour répondre. Donc il y a une bracha extraordinaire alors attention, lorsque c'est mal fait, c'est égalitaire, alors c'est délicat, mais ça reste révélateur d'un besoin fondamental de spiritualité et que Akadosh Baruch Hu a mis en place. Petite parenthèse, c'est très intéressant. Ce que dit Simone de Beauvoir dans ce problème de patriarcat, il faut bien saisir que c'est une réalité. On va pas se mentir, c'est une réalité qu'en fait, il y a eu en permanence une domination de l'homme sur la femme, et c'est culturel et c'est historique. Mais c'est lié en fait, il faut toujours revenir au départ, à une klala, à une malédiction. À l'issue de la faute, encore une fois, eh bien en fait, une des malédictions c'était Etzvi Tedi Banim, donc tu vas enfanter, la femme va devoir enfanter avec difficulté, Etzvi. Une des choses qui a été. Alors, l'homme a été maudit dans son travail. Kotz Vedardar Tatsmirka, tu vas planter et tu vas récupérer que des ronces. Donc c'est la non-fertilité de la parnassa. Ça c'est ce que l'homme a récupéré. Et la femme, elle va avoir une difficulté dans une production qui s'appelle les enfants. Et le texte dit, et il va te dominer. C'est marqué dans la Torah. Mais si c'est une classe, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui doit être un a priori. Et étant donné, regardez un petit peu comment c'est très intéressant, on est passé dans un monde qui est un monde extrêmement riche aujourd'hui. Ça veut dire que c'est sûr que tout le monde va dire j'ai des problèmes de parnassa, mais toute proportion gardée. En fait, on vit dans un monde riche. Ça veut dire qu'en fait, on n'est plus dans une dynamique où tu plantes et tu récupères des ronces. De la même façon qu'on est passé dans un monde de bracha depuis un siècle, de la même façon, donc, la bracha s'est inversée en klala, le monde est devenu riche, le monde a une maîtrise au niveau de la parnassa. De la même façon, cette klala peut aussi s'inverser dans le sens où cette notion de domination, il est tout à fait normal que depuis 1949, donc elle a initié ça, mais en tout cas, ça suit quelque part une logique au niveau de l'évolution du monde, qu'il n'y ait plus ce phénomène de domination. Alors, ça peut paraître extrêmement bizarre, mais la Torah, quelque part, épouse, on va dire, les germes de la Géoula doivent renfermer à l'intérieur d'eux aussi cette donnée tout à fait nouvelle que l'être féminin ne doit plus être dans une position d'être dominé, un être dominé. Et donc tout ce qu'on a vu dans le monde non juif, quelque part participe de ce courant, mais qui est un courant qui n'est pas du tout un robot de la Torah, mais qui va exactement dans la Torah, à condition évidemment qu'on soit dans cette faculté qu'ont eu les filles de Tzlofrad, de tout simplement pouvoir dévoiler dans la Torah des choses qui échappent à Moshe. Ce que l'œil des filles de Tzlofrad ont vu, Moshe ne l'a pas vu, ça c'est incroyable. Donc il y a un apport du féminin qui est assez fondamental, et qui va petit à petit permettre de créer toutes ces racines de l'Egula. Tu as la péridurale aussi, pour la malédiction d'enfanter dans la vie. Tu pourrais faire ça aussi, effectivement. Ne serait-ce que la mortalité infantile, par exemple. Il y a des progrès depuis un siècle qui sont colossaux. Donc on n'est plus du tout dans les mêmes clalotes. C'est quelque part que je a donné, si vous voulez, un shefa de brachot. C'est-à-dire qu'on ne le veuille pas, il y a des brachot assez incroyables. Alors après, les hommes ne savent pas l'utiliser cette bracha, ils font des guerres. Mais qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas parler aujourd'hui d'une paupérisation du monde, ça n'existe pas. Au contraire. On s'enrichit de plus en plus. De plus en plus gros, par exemple. C'est-à-dire c'est pas. Non, c'est-à-dire on est des personnes de plus en plus gâtées, enfin, je parle du monde moderne. Pas du Bangladesh évidemment, mais ça veut dire là encore, ils ont des problèmes, ils ont des ressources incroyables, ils ne savent pas les utiliser. C'est qu'en fait finalement le monde, on est dans un welfare, on est dans un monde de prospérité, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Voilà, donc il y a ici un féminisme qui est une véritable bracha, qui est souligné ici par le texte, avec tous les points que j'ai marqués, et qui est une force extrêmement motrice au niveau de l'évolution de l'histoire. Je m'arrête là sur les questions.